Avez-vous servi à ma mère de la nourriture avariée parce qu'elle est aveugle? C'est ce que les gens comme vous mangent de toute façon. Vous allez respecter les personnes noires. Sinon quoi? Vous êtes viré et aucun réseau ferroviaire ne vous embauchera plus jamais. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, tel le tonnerre précédant la foudre. Le wagon de première classe tout entier tomba dans un silence de mort, alors que les passagers se retournaient pour fixer une fillette noire de 9 ans qui venait de proférer ce qui semblait être la menace la plus impossible de l'histoire du transport ferroviaire. Mais ce qui se produisit ensuite allait prouver que, parfois, les plus petites voix portent le pouvoir le plus dévastateur. Laissez-moi vous raconter exactement comment une enfant a fait tomber une employée raciste et a changé une industrie entière à jamais. Si cette histoire vous donne déjà la chair de poule, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi d'où vous regardez, car ce que je m'apprête à révéler va vous laisser absolument sans voix. Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Chaque passager de la première classe se tourna pour dévisager cette fillette de 9 ans nommée Manon Kingsley, qui se tenait à côté du siège de sa mère avec le calme d'une personne 3 fois plus âgée. Sa mère, le docteur Sandrine Kingsley, était assise tranquillement, ses lunettes noires cachant des yeux qui ne pouvaient plus voir le monde qui l'entourait. L'agent de bord, Valérie Cole, laissa échapper un rire condescendant qui résonna dans le wagon. Elle regarda autour d'elle, prenant les autres passagers à témoin comme pour dire « Vous y croyez, vous ?» Mais ce qu'elle vit sur leur visage n'était pas de l'amusement. C'était le choc. Un choc pur et absolu face à ce dont ils venaient d'être témoins. « Petite fille, dit Valérie, sa voix dégoulinant de moquerie. Tu regardes trop de films. Ici, c'est la vraie vie. » Mais Manon ne s'y a pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne tapa pas du pied et ne fit pas de caprice comme on pourrait l'attendre de n'importe quel autre enfant de 9 ans. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone, pas un jouet, mais un véritable iPhone et commença à taper avec la précision de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Les passagers autour d'eux commencèrent à chuchoter. Certains sortirent leur propre téléphone, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se dérouler. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée avait complètement abandonné son ordinateur portable. La femme derrière eux avait cessé de lire sa revue médicale. Même les autres agents de bord s'étaient rassemblés près de l'office, observant cette confrontation surréaliste entre une enfant et une adulte qui n'avait visiblement aucune idée de ce à quoi elle avait affaire. Valérie se tourna vers sa collègue Jessica et leva les yeux au ciel. Ces passagers qui se croient tout permis pensent qu'ils possèdent le monde, marmonna-t-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Surtout ces gens-là. Ils viennent en première classe en pensant qu'ils méritent un traitement spécial. Ce que Valérie ignorait, c'est que ces paroles venaient de sceller son destin. Car la petite fille qui se tenait devant elle n'était pas n'importe quelle passagère. Et sa mère n'était pas juste une femme aveugle voyageant en première classe. En fait, ce qui allait se passer prouverait que parfois, les personnes que vous sous-estimez le plus sont celles qui ont le pouvoir de détruire votre vie entière. Manon finit de taper sur son téléphone et leva les yeux vers Valérie avec ce même regard intelligent qui l'avait déstabilisé dès le début. « J'ai envoyé un message aux personnes concernées, dit-elle simplement. Vous aurez de leurs nouvelles sous peu. » Le sourire narquois de Valérie s'élargit. « Oh, j'en suis sûr. Tu as envoyé un texto à ta maman pour qu'elle vienne te sauver ?» La cruauté désinvolte de ce commentaire fit parcourir des murmures dans le wagon. Même les passagers qui avaient initialement trouvé la situation amusante commençaient à se sentir mal à l'aise face à la façon dont cette femme adulte traitait une enfant. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 3 rangées plus loin, un homme nommé Stéphane Rowe était sur le point d'avoir la pire réalisation de sa vie professionnelle. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, assurez-vous de vous abonner dès maintenant, car ce qui va suivre va vous époustoufler. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été témoin d'un moment où le véritable pouvoir de quelqu'un a été révélé de la manière la plus inattendue? Pour comprendre pourquoi ce moment était si bouleversant, nous devons revenir 3 semaines plus tôt, dans une salle de consultation où le docteur Sandrine Kingsley était assise face à son ophtalmologue, le docteur Monique Hughes. « Sandrine, dit doucement le docteur Hughes, nous discutons de cette opération depuis 3 ans maintenant. Vos dommages cornéens peuvent être réparés, mais nous ne pouvons pas attendre beaucoup plus longtemps. La fenêtre d'opportunité se referme. » Les doigts de Sandrine tracèrent le bord de son dossier médical. Pendant 3 ans, elle avait repoussé cette chirurgie. Pendant 3 ans, elle s'était dit qu'elle n'était pas prête. Mais la vérité était plus compliquée qu'une simple préparation médicale. La vérité était qu'il y a 3 ans,
Sandrine Kingsley avait été l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie du transport. Elle avait fait passer le réseau de TER Kingsley d'une simple ligne locale à un réseau de 6 transporteurs régionaux desservant toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle avait fait la couverture des magazines économiques. Elle avait pris la parole lors de conférences sur les transports dans le monde entier. Elle vivait le rêve français aux côtés de son mari Marcus et de leur brillante fille, Manon. Mais un mardi soir pluvieux de mars, tout avait basculé. Marcus pilotait un train d'inspection de routine lorsqu'une défaillance mécanique avait provoqué le déraillement de son convoi lors d'un freinage d'urgence. L'explosion qui suivit lui ôta la vie instantanément et laissa Sandrine avec de graves blessures, y compris les lésions cornéennes qui avaient lentement volé sa vue. Dans les mois qui suivirent, le deuil la consuma comme une chose vivante. La femme qui commandait autrefois les conseils d'administration et négociait des contrats de plusieurs millions d'euros se retrouva incapable de sortir du lit. Le réseau ferroviaire qui avait été l'œuvre de sa vie ressemblait désormais à un monument dédié à la perte, un rappel constant de tout ce qu'elle avait construit avec Marcus et de tout ce qu'elle avait perdu à sa mort. Alors, elle fit quelque chose qui choqua toute l'industrie du transport. Elle démissionna de son poste de PDG et se retira de la vie publique. Elle conserva ses parts, mais disparut totalement du monde des affaires, laissant son conseil d'administration diriger l'entreprise pendant qu'elle faisait son deuil en silence, isolée dans sa maison de campagne en Provence. La plupart des gens supposaient qu'elle avait vendu ses parts et tourné la page. Le monde des affaires a la mémoire courte, et les femmes à succès qui s'éloignent du pouvoir tombent souvent dans l'oubli plus vite que leurs homologues masculins. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Sandrine Kingsley détenait toujours une participation majoritaire dans le réseau de TER Kingsley, qui s'était développé pour inclure des partenariats avec les principaux transporteurs à travers le pays. Ce qu'ils ignoraient aussi, c'est que sa fille de 9 ans, Manon, avait observé et appris tout au long de l'ascension de sa mère vers le pouvoir. Cette enfant s'était assise dans les salles de réunion pendant les vacances scolaires. Elle avait écouté les conférences téléphoniques depuis le bureau de sa mère à la maison. Elle avait absorbé des leçons sur les affaires, le pouvoir et le respect que la plupart des adultes n'apprennent jamais de toute leur vie. « Maman », avait dit Manon il y a tout juste 2 semaines, « tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Papa ne voudrait pas que tu renonces à voir à nouveau. » Cette conversation avait finalement convaincu Sandrine de programmer l'opération. Elle prenait le train pour Paris, où le docteur Hugues avait organisé l'intervention à l'hôpital des 15-20 avec l'un des meilleurs spécialistes de la cornée du pays. Ce voyage devait être la première étape pour que Sandrine reprenne sa vie en main, pour revenir vers la lumière après 3 ans de ténèbres. Au lieu de cela, ce voyage allait devenir une leçon magistrale sur la rapidité avec laquelle les dynamiques de pouvoir peuvent changer lorsque les gens font des suppositions sur qui compte et qui ne compte pas. Abonnez-vous si vous voulez voir comment cette histoire se déroule. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si le deuil vous poussait à tout abandonner? Alors que leur train quittait la gare de Lyon ce matin-là, Manon remarqua que les mains de sa mère tremblaient légèrement. C'était la première fois que Sandrine prenait un train commercial depuis l'accident. Pendant 3 ans, elle avait évité les gares, incapable de supporter les bruits et les odeurs qui lui rappelaient cette nuit terrible où tout avait changé. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle était à nouveau le docteur Sandrine Kingsley, même si le monde ne le savait pas encore. « Décris-moi le wagon », chuchota Sandrine à sa fille alors qu'elle s'installait dans leur siège de première classe. La voix de Manon était douce mais précise, de la façon dont elle avait appris à décrire le monde pour sa mère. Ce sont surtout des voyageurs d'affaires, maman. L'homme en face de nous est sur son ordinateur portable depuis le début. La femme derrière nous lit une revue médicale et l'agent de bord. Manon marqua une pause, observant Valérie Cole se déplacer dans le wagon avec une attitude qui attira immédiatement son attention. Même à 9 ans, Manon avait développé la capacité de sa mère à lire les gens. Elle avait appris à remarquer le langage corporel, le ton de la voix et les signes subtils qui révélaient le caractère de quelqu'un. Et ce qu'elle voyait chez Valérie Cole l'inquiétait profondément. Valérie se déplaçait dans la première classe comme quelqu'un qui détestait être là. Son sourire était forcé, son service mécanique. Lorsqu'elle interagissait avec les passagers blancs, sa voix était chaleureuse et professionnelle. Mais Manon remarqua autre chose. La façon dont l'expression de Valérie changeait lorsqu'elle regardait les quelques passagers noirs à bord. C'était subtil, mais c'était là. Un durcissement autour des yeux, un léger changement de posture, le genre de micro-agression que les personnes noires qui réussissent apprennent à reconnaître tôt dans la vie. Ces petites coupures qui, accumulées, deviennent insupportables.
Le racisme qui se produit dans les salles de conseil et les wagons de première classe chaque jour. Sandrine, incapable de voir ses indices visuels, se fiait à ses autres sens. Et ce qu'elle entendait dans la voix de Valérie lorsque l'agent de bord lui offrit son assistance était poli mais froid, distant. Le genre de service qui répond aux exigences minimales mais ne porte aucune attention véritable. Elle ne nous aime pas, chuchota Manon. Chérie, répondit doucement Sandrine, tout le monde ne va pas nous aimer. Mais tant qu'ils sont professionnels, c'est tout ce qui compte. Mais Manon n'était pas convaincue. Sa mère lui avait appris que le respect n'était pas optionnel. Même quand les gens ne vous aimaient pas, surtout quand les gens ne vous aimaient pas, le respect était quelque chose que l'on exigeait, pas quelque chose que l'on espérait. Alors que le train atteignait sa vitesse de croisière, le service de restauration commença. Sandrine avait demandé un repas végétarien en raison de ses restrictions alimentaires liées à ses médicaments. Lorsque Valérie apporta le plateau, elle le posa avec moins de soin qu'elle ne l'avait fait pour les autres passagers. « Votre repas spécial » dit Valérie, l'accent sur le mot spécial portant juste assez de mépris pour être perceptible, mais pas assez pour être relevé directement. Sandrine sourit gracieusement. « Merci beaucoup. » Mais Manon observait tout. Elle remarqua que Valérie ne proposa pas d'aider Sandrine à localiser ses couverts. Elle remarqua comment l'agent de bord s'éloigna sans demander si sa mère avait besoin d'autre chose. Plus important encore, elle remarqua que Valérie avait livré le repas pendant que Manon était aux toilettes pour s'occuper de papiers que sa mère ne pouvait pas voir pour les remplir. Lorsque Manon retourna à son siège, elle remarqua immédiatement quelque chose qui lui noua l'estomac et lui glaça le sang. N'oubliez pas de vous abonner pour l'histoire complète et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû protéger quelqu'un que vous aimez de la discrimination? L'odeur frappa Manon avant même qu'elle ne s'assoie. C'était subtil mais indubitable pour quelqu'un qui avait appris à utiliser tous ses sens pour protéger sa mère. L'odeur aigre d'une nourriture qui a tourné. Sa mère tendait la main vers sa fourchette, prête à prendre sa première bouchée de ce qui aurait dû être une ratatouille provençale fraîche. Mais Manon pouvait voir ce que sa mère ne voyait pas. La sauce légèrement décolorée, les légumes flétris et les signes indubitables d'une nourriture restée trop longtemps sous les lampes chauffantes. « Maman, attends » dit Manon rapidement, posant doucement sa main sur celle de sa mère. Sandrine s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Manon se pencha plus près du plateau et inspira profondément. L'odeur était définitivement anormale. Ce n'était pas juste de la vieille nourriture. C'était de la nourriture qui pouvait rendre quelqu'un gravement malade. Et étant donné le système immunitaire affaibli de sa mère à cause de ses médicaments, cela pouvait être dangereux. Peut-être assez dangereux pour compromettre l'opération qu'elles attendaient depuis 3 ans. La nourriture sent mauvais, dit Manon doucement. Sandrine posa sa fourchette et toucha le bras de sa fille. Tu es sûre? Oui, maman. Ça sent l'aigre. Vraiment aigre. La gravité de la situation les frappa toutes les deux simultanément. Si Sandrine avait pris cette bouchée, étant donné son état médical et le stress que son corps subissait déjà, elle aurait pu tomber gravement malade. Assez malade pour retarder encore son opération. Assez malade pour rater cette fenêtre cruciale pour retrouver la vue. Manon appuya sur le bouton d'appel avec l'efficacité calme de quelqu'un qui avait appris à gérer les crises en regardant sa mère diriger une entreprise. Lorsque Valérie apparut, son expression était déjà impatiente, comme si être appelé pour aider des passagers était un inconvénient plutôt que son travail. « Oui » dit-elle, n'essayant même pas de cacher son irritation. « Excusez-moi » dit poliment Sandrine, « mais ma fille pense que cette nourriture a peut-être tourné. Pourrions-nous avoir un remplacement s'il vous plaît ?» Valérie jeta un coup d'œil au plateau avec un scepticisme évident, ne prenant même pas la peine de le sentir ou de l'examiner de près. « La nourriture est très bien. Nous préparons tous les repas selon des directives strictes. »« Je comprends cela » répondit Sandrine, gardant son calme comme les femmes noires qui réussissent apprennent à le faire face à l'hostilité déguisée en règlement. « Mais l'odeur suggère le contraire. Pourriez-vous s'il vous plaît juste apporter un repas frais ?» Le ton de Valérie se durcit et pour la première fois, son masque de professionnalisme commença à glisser. « Madame, je peux vous assurer que notre nourriture respecte toutes les normes de sécurité. Peut-être n'êtes-vous tout simplement pas habitué à la nourriture ferroviaire. » La condescendance dans sa voix était désormais indubitable. Ce n'était plus caché derrière de faux sourires ou une courtoisie professionnelle.
Manon vit les épaules de sa mère se tendre, reconnaissant les signes de quelqu'un essayant de les manipuler pour leur faire accepter un traitement inférieur. « Je suis désolée, » dit Sandrine, et le cœur de Manon se brisa un peu à ce mot. Sa mère s'excusait de demander de la nourriture saine. « Pourriez-vous s'il vous plaît juste la sentir vous-même » Valérie soupira dramatiquement, comme si elle faisait face à la demande la plus déraisonnable du monde. Elle se pencha au-dessus du plateau, renifla le plus brièvement possible et se redressa immédiatement. « Ça sent la ratatouille provençale pour moi, » dit-elle avec dédain. « Peut-être que vous n'êtes pas familière avec ce type de cuisine. » Et voilà, la phrase qui changeait tout. Peut-être que vous n'êtes pas familière avec ce type de cuisine. Comme si une femme qui avait voyagé dans le monde entier, qui avait dîné dans des restaurants étoilés sur tous les continents, qui avait bâti un empire commercial, ne savait pas ce que sentait la bonne nourriture. L'implication flottait dans l'air comme un nuage toxique. Ce n'était plus une question de nourriture. C'était une question de préjugés. C'était une question de savoir qui méritait le respect et qui ne le méritait pas. C'était une question de pouvoir. Mais c'était l'expression sur le visage de Valérie qui racontait la vraie histoire. Il ne s'agissait pas de protocole de sécurité alimentaire ou de politique ferroviaire. Il s'agissait de remettre ces gens-là à leur place. Il s'agissait de leur montrer que même en première classe, même avec de l'argent, de l'éducation et du succès, ils n'étaient toujours que ces gens-là qui devraient être reconnaissants pour ce qu'ils obtenaient. Manon vit le visage de sa mère s'effondrer légèrement, non pas de colère, mais de reconnaissance. C'était le même ton méprisant que Sandrine avait enduré dans les conseils d'administration lorsque les gens la sous-estimaient. La même attitude condescendante qu'elle avait affrontée en construisant son réseau de TER. Le même manque de respect que les femmes noires prospères rencontrent lorsque d'autres décident qu'elles n'ont pas leur place en première classe, littéralement ou figurativement. Et à ce moment-là, en regardant sa mère se recroqueviller sous le poids de ce racisme ordinaire déguisé en service client, quelque chose fit un déclic dans l'esprit de Manon. Quelque chose que son père avait dit un jour à sa mère lors d'une négociation particulièrement difficile, parfois, tu dois rappeler aux gens à qui ils ont affaire. Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Et commentez ci-dessous, quand avez-vous été témoin de discrimination déguisée en politique ou procédure? Je comprends si vous ne voulez pas la manger, continua Valérie, sa voix portant maintenant une irritation ouverte et un mépris à peine dissimulé, mais je ne peux pas vous apporter un tout nouveau repas juste parce que vous n'aimez pas l'odeur. La nourriture du train n'est pas de qualité restaurant. D'autres passagers commencèrent à se retourner et à regarder. L'homme de l'autre côté de l'allée leva les yeux de son ordinateur portable, sentant le drame. La femme derrière cessa de lire sa revue médicale. Le wagon de première classe tout entier devenait le public de l'humiliation publique de Sandrine. « Je ne demande pas une qualité restaurant, » dit Sandrine, sa voix plus petite que Manon ne l'avait entendue depuis des mois. Je suis juste inquiète pour la sécurité alimentaire. Valérie jeta un coup d'œil aux passagers qui observaient. Et plutôt que de se sentir embarrassée par la scène qu'elle créait, elle sembla renchérir. Elle baissa la voix, mais pas assez pour que les autres passagers ne puissent pas entendre chaque mot. Écoutez, je comprends que certaines personnes aient des standards différents concernant la nourriture, dit-elle, son ton dégoulinant d'implication que tout le monde dans le wagon pouvait décoder, mais ce repas a été préparé dans une cuisine certifiée comme tous les autres. Certaines personnes. La phrase claqua comme une gifle. Certaines personnes ont des standards différents, comme si les passagers noirs étaient intrinsèquement plus difficiles, plus exigeants, plus déraisonnables. Comme si leurs inquiétudes concernant la sécurité alimentaire de base étaient des bizarreries culturelles plutôt que des problèmes de santé légitimes. La main de Sandrine trouva son verre d'eau et Manon remarqua qu'il tremblait. Sa mère faisait une crise de panique. Le stress de voyager pour la première fois depuis l'accident, combiné à cette humiliation publique, submergeait son système. La même femme qui avait autrefois commandé des conseils d'administration remplis d'hommes tremblait parce qu'une employée de bord avait décidé qu'elle ne méritait pas la dignité humaine de base. « Maman » chuchota Manon, « respire. Respire juste. » Mais Valérie n'avait pas fini. Elle était lancée maintenant, se sentant renforcée par le public et par ce qu'elle percevait comme sa position d'autorité sur ces passagers qui osaient la défier. « Si vous voulez, je peux voir si nous avons un morceau de baguette ou un verre de vin disponible, » dit-elle avec une fausse serviabilité. Quelque chose de simple. Quelque chose de simple. L'insulte finale.
Réduire une passagère de première classe qui avait payé son billet plein tarif à demander du pain parce qu'elle avait osé questionner la qualité d'une nourriture avariée. C'était dégradant, déshumanisant, et conçu pour remettre Sandrine à sa place. Sandrine ferma les yeux derrière ses lunettes noires, et lorsqu'elle parla, sa voix portait le poids de chaque femme noire à succès qui avait un jour été amenée à se sentir petite. « Je suis désolée, dit-elle encore. Ce terrible réflexe des gens qui ont appris à s'excuser de prendre de la place, d'avoir des besoins, d'exister dans des espaces où d'autres pensent qu'ils n'ont pas leur place. Je ne veux pas causer de problème. » Et c'est à ce moment-là que Manon Kingsley se leva. Pas dramatiquement. Pas avec le caprice qu'on attendrait d'une enfant de 9 ans voyant sa mère humiliée. Elle se leva simplement, contourna le siège pour faire face directement à Valérie Cole, et la regarda dans les yeux avec le regard inébranlable de quelqu'un qui avait appris le pouvoir en regardant sa mère bâtir un empire. Le wagon devint silencieux. Même les agents de bord dans l'office arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder cette petite fille tenir tête à une femme adulte. « Avez-vous servi à ma mère de la nourriture pourrie parce qu'elle est aveugle ?» demanda Manon, sa voix claire et assez précise pour que tout le monde en première classe l'entende. La question trancha la tension comme une lame. Chaque conversation s'arrêta. Chaque passager se tourna pour regarder. Valérie rougit. « Pardon ? Ma mère a demandé un repas de remplacement parce que la nourriture sans l'avariée, continua Manon, sa voix stable et contrôlée. Vous avez refusé et ensuite suggéré que certaines personnes ont des standards alimentaires différents. Alors, je vous le demande directement, avez-vous servi à ma mère de la nourriture pourrie parce qu'elle est aveugle ? L'accusation était claire, directe et impossible à ignorer. Valérie regarda autour d'elle, réalisant soudainement que son comportement était exposé et enregistré par plusieurs téléphones. « Petite fille, tu dois t'asseoir et laisser les adultes gérer ça, » dit Valérie. Mais sa voix était plus tremblante maintenant, moins confiante qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant. « Je vous ai posé une question, » répondit calmement Manon. « Avez-vous servi à ma mère de la nourriture pourrie parce qu'elle est aveugle ?» Le calme de Valérie se fissura complètement. Peut-être était-ce le stress d'être interpellée par une enfant devant un wagon plein de témoins. Peut-être était-ce la colère de voir son autorité remise en question par quelqu'un qu'elle considérait comme impuissant. Peut-être était-ce simplement le racisme qu'elle avait à peine contenu tout au long du trajet. Quoi qu'il en soit, ces mots suivants détruisirent toute prétention de professionnalisme et scellèrent son destin à jamais. C'est ce que les gens comme vous mangent de toute façon. Le wagon éclata en hoquet de surprise. Quelqu'un dit « Oh mon Dieu !» Un autre passager dit auditivement « Elle n'a pas dit ça !» Les gens sortaient leur téléphone, enregistraient, partageaient, postaient en temps réel. Mais Manon ne réagit ni par le choc, ni par les larmes, ni par l'indignation. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête comme si Valérie venait de confirmer quelque chose qu'elle savait déjà, quelque chose qu'elle soupçonnait depuis le moment où cette femme était entrée dans leur espace avec un mépris à peine dissimulé. « Vous allez respecter les personnes noires, » dit Manon doucement, mais avec l'autorité de quelqu'un qui avait appris que le respect n'est pas optionnel. Valérie, réalisant peut-être ce qu'elle venait de dire devant un wagon plein de témoins, tenta de reprendre le contrôle par la moquerie. Sinon quoi ? Elle rit nerveusement. Et c'est là que Manon Kingsley, 9 ans, regarda cette femme adulte dans les yeux et délivra les mots qui allaient mettre fin à sa carrière et changer l'industrie ferroviaire pour toujours. Vous êtes viré et aucun réseau ferroviaire ne vous embauchera plus jamais. Abonnez-vous, car ce qui suit prouve que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu un enfant tenir tête au racisme d'un adulte ? Qu'avez-vous ressenti ? Le rire qui suivit fut pire que le silence. Pas seulement de la part de Valérie, mais de quelques passagers qui semblaient penser qu'ils venaient d'assister au fantasme d'une enfant adorable. « Chérie, » dit Valérie, sa voix dégoulinant du genre de condescendance que les adultes utilisent quand ils veulent humilier publiquement un enfant. « Tu ne peux pas me virer. Tu as 9 ans. Ce n'est pas un film Disney ici. » Mais Manon ne jouait pas. Elle ne faisait pas de caprices ni de menaces en l'air. Elle sortit son iPhone et insistons, c'était un vrai iPhone, pas un jouet et commença à taper avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Les autres passagers observaient avec fascination. Certains commençaient à filmer avec leur propre téléphone, sentant que quelque chose d'extraordinaire se passait. L'homme de l'autre côté de l'allée avait complètement abandonné son ordinateur et fixait ouvertement le drame qui se déroulait.
La femme derrière eux avait posé sa revue médicale et filmait tout. Valérie se tourna vers sa collègue Jessica, qui observait depuis l'office avec une inquiétude grandissante. « Tu y crois ?» dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Ces passagers prétentieux pensent qu'ils dirigent la compagnie. Mais Jessica ne riait pas. Elle observait Manon avec un malaise croissant, remarquant des détails que Valérie avait manqués dans sa rage raciste. Les vêtements de l'enfant étaient coûteux mais discrets. Son téléphone était le dernier modèle. Sa posture et sa façon de parler suggéraient une éducation dans une école privée d'élite. Plus important encore, elle tapait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait et exactement qui contacter. « Valérie » chuchota Jessica avec urgence. « Peut-être devrions-nous juste appeler le superviseur. » Pourquoi faire ? Pour gérer une gamine pourrie gâtée qui regarde trop de films ? S'il te plaît. Mais Manon avait fini de taper. Elle leva les yeux vers Valérie avec la même expression calme qu'elle avait maintenue tout au long de la confrontation. Le calme de quelqu'un qui avait appris le vrai pouvoir en le voyant exercer efficacement. « J'ai envoyé un message aux personnes appropriées », dit-elle simplement. « Vous aurez de leurs nouvelles sous peu. » Valérie roula les yeux dramatiquement. « Oh, j'en suis sûr. Tu as envoyé un texto à ta maman pour qu'elle vienne te sauver ?» La cruauté de ce commentaire fit parcourir des murmures dans le wagon. Même les passagers qui avaient initialement trouvé la situation amusante commençaient à se sentir mal à l'aise. Sandrine, qui écoutait tout cet échange avec une détresse grandissante, prit enfin la parole. « Manon, chérie, s'il te plaît, assieds-toi. Je ne veux pas plus d'ennuis. » Et c'était là encore. Ce réflexe que les personnes noires qui réussissent apprennent. Essayer de désamorcer les situations en se faisant plus petit. Accepter le manque de respect pour éviter la confrontation, essayer de protéger son enfant en lui apprenant à reculer plutôt qu'à tenir tête. Mais Manon avait appris des leçons différentes en regardant sa mère bâtir un empire. Elle avait appris que parfois, il faut se battre. Parfois, il faut se lever. Parfois, il faut utiliser le pouvoir que l'on a, même quand les autres ne croient pas que vous l'avez. « C'est bon, maman », dit doucement Manon, prenant la main tremblante de sa mère. « Je gère. » Pour quiconque regardait, on aurait dit que la confrontation était terminée. L'étrange petite fille avait fait ses menaces en l'air et retournait maintenant à son siège comme une enfant sage. Valérie sourit triomphalement et commença à s'éloigner, composant déjà l'histoire qu'elle raconterait à ses collègues sur la famille noire arrogante qui se croyait trop bien pour la nourriture du train. Mais Manon n'avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. Car 3 rangées plus loin, au siège 3, un homme nommé Stéphane revivait la pire réalisation de sa vie professionnelle. Stéphane était le superviseur principal de bord pour cette ligne, voyageant en service vers Lyon après avoir résolu une crise de personnel. Il essayait de dormir pour faire passer une migraine massive lorsque l'agitation l'avait réveillé. Au début, il avait essayé d'ignorer. Les plaintes des passagers faisaient partie du travail, et le personnel de bord était formé pour gérer les situations difficiles. Mais en écoutant l'échange entre Valérie et l'enfant, son sang commença à se glacer. Pas à cause de ce que l'enfant disait, mais à cause de ce que Valérie disait. Le racisme ordinaire, l'attitude désinvolte, le manque total de professionnalisme qui pouvait tout coûter à sa compagnie. Mais c'était pire que ça. Bien pire, parce que Stéphane reconnut cette voix. Il avait entendu cette voix 3 ans auparavant lors d'une conférence téléphonique sur l'expansion de la flotte. Une petite fille était en arrière-plan, posant des questions intelligentes sur l'optimisation des trajets et l'efficacité énergétique. Sa mère s'était excusée et avait essayé de la faire sortir de la pièce, mais les autres cadres avaient été charmés par la compréhension précoce de l'enfant des opérations ferroviaires. Cette conférence téléphonique était avec le docteur Sandrine Kingsley, la fondatrice et actionnaire majoritaire du réseau de TER Kingsley. Avec des mains qui commençaient à trembler, Stéphane sortit son téléphone et fit quelque chose que la plupart des employés ne sont jamais censés faire. Il chercha le nom d'une passagère sur Google. Ce qu'il trouva fit défiler sa carrière devant ses yeux. Abonnez-vous maintenant parce que les prochaines minutes vont tout changer pour tout le monde dans ce train. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà réalisé que vous étiez témoin de l'histoire en train de s'écrire ? Stéphane refixait l'écran de son téléphone avec une horreur absolue alors que les résultats de recherche peignaient un tableau qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les passagers de son train. Les Échos, la pionnière du rail qui a disparu. Qu'est-il arrivé à Sandrine Kingsley ?
L'usine nouvelle, le réseau de TER Kingsley continue sa croissance malgré l'absence mystérieuse de sa fondatrice. Le progrès, 3 ans plus tard, la tragédie qui a réduit au silence l'une des voies les plus puissantes du transport. La Tribune, Kingsley Holdings maintient sa participation majoritaire dans le réseau régional du Sud-Est. Avec des doigts tremblants, Stéphane cliqua sur l'article de la Tribune. Ce qui lui fit tomber son estomac directement à travers le plancher du train. Kingsley Holdings ne possédait pas seulement le réseau de TER Kingsley. Il possédait des parts significatives dans 5 autres transporteurs régionaux. Ils avaient des partenariats exclusifs avec 3 opérateurs majeurs, y compris celui pour lequel ils travaillaient. Il contrôlait des itinéraires à travers toute la région PACA dont sa compagnie dépendait pour 30% de ses revenus. Mais plus important encore, le docteur Sandrine Kingsley n'avait pas vendu ses parts lorsqu'elle avait démissionné de son poste de PDG après la mort de son mari. Elle détenait toujours une participation majoritaire dans ce qui était devenu l'un des réseaux de transport régionaux les plus influents du pays. Et sa fille de 9 ans venait d'être publiquement humiliée et racialement insultée par l'une de leurs employées. Le téléphone de Stéphane vibra avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber l'appareil. « Ici Stéphane Rowe », répondit-il, sa voix à peine stable. « Monsieur Rowe, ici Margaret Chin, assistante exécutive du conseil d'administration de Kingsley Holdings. On m'a demandé de vous informer qu'il y a eu un incident impliquant le docteur Sandrine Kingsley et sa fille Manon sur le train 1247. Le conseil a reçu un rapport détaillé de traitements discriminatoires et de potentielles violations de la sécurité alimentaire par l'un de vos membres d'équipage. » Stéphane sentit son monde commencer à s'effondrer autour de lui. « Madame Chin, je n'étais pas immédiatement au courant de la situation. Monsieur Rowe, le docteur Kingsley voyage pour un traitement médical critique qui a déjà été reporté depuis 3 ans suite à la perte tragique de son mari dans un accident ferroviaire. Tout retard ou stress supplémentaire pourrait compromettre son opération, qui représente sa seule chance de retrouver la vue. Le Conseil considère cet incident comme étant de la plus haute priorité et une menace directe au bien-être du docteur Kingsley. » Stéphane regarda vers le wagon de première classe où Valérie discutait maintenant nonchalamment avec un autre passager, complètement inconsciente de la bombe nucléaire qui était sur le point de faire exploser sa carrière et potentiellement détruire la relation commerciale la plus importante de sa compagnie. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Stéphane, bien qu'il sût déjà que sa carrière était probablement finie. « Pour l'instant, assurez-vous que le docteur Kingsley et sa fille reçoivent les soins appropriés pour le reste du voyage. Retirez l'employé incriminé de tout contact ultérieur avec nos passagères. Le Conseil mènera une enquête complète à l'arrivée et passera également en revue tous les accords de partenariat avec votre compagnie. » Accords de partenariat. Les mots frappèrent Stéphane comme un coup physique. Sa compagnie dépendait de ces partenariats pour sa survie. Si Kingsley Holdings se retirait, cela ne coûterait pas seulement des emplois. Cela mettrait toute l'opération en faillite. Des centaines d'employés perdraient leurs moyens de subsistance parce qu'une agente de bord raciste ne pouvait pas traiter une famille noire avec la dignité humaine de base. Madame Chin, je tiens à vous assurer personnellement que cette situation sera gérée immédiatement et avec le plus grand sérieux. Je l'espère certainement, Monsieur Rowe. Le docteur Kingsley a enduré plus de tragédies que n'importe qui ne devrait avoir à supporter. Elle mérite mieux que ce traitement de la part d'une industrie que son défunt mari est mort en servant. La ligne fut coupée, laissant Stéphane assis sur son siège, regardant sa carrière entière imploser en temps réel. Il resta là pendant exactement 10 secondes, traitant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Puis il fit ce que toute personne rationnelle ferait en réalisant qu'elle était sur le point de tout perdre. Il se leva et marcha rapidement vers l'office de première classe où Valérie réapprovisionnait les serviettes, ignorant totalement que sa vie venait de changer à jamais. « Valérie, dit-il doucement, sa voix tendue par une panique à peine contrôlée. J'ai besoin de te parler immédiatement. Là, tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner car ce qui suit va complètement vous époustoufler. Et commentez ci-dessous, avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser qu'il avait commis une erreur mettant fin à sa carrière? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rit Valérie en voyant le visage pâle et en sueur de Stéphane. On dirait que tu as vu un fantôme. Valérie, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, dit Stéphane, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais portant le poids d'un désespoir absolu. La femme au siège de A. Sais-tu qui c'est? Valérie jeta un coup d'œil méprisant vers le siège de Sandrine. Une dame aveugle avec une gamine pourri gâtée.
C'est quoi le problème? Stéphane ferma les yeux et sentit sa carrière disparaître dans un trou noir. C'est le docteur Sandrine Kingsley. Jamais entendu parler, dit Valérie, ne saisissant toujours pas l'ampleur de son erreur. Elle possède ce réseau. Les serviettes tombèrent des mains de Valérie et s'éparpillèrent sur le sol de l'office. Quoi? Pas ce train spécifique, mais elle possède Kingsley Holdings, qui détient une participation majoritaire dans tout le réseau régional dont nous dépendons pour nos opérations à Lyon. Sans leurs accords de partenariat, cette compagnie coule complètement. Nous déposons le bilan dans les 6 mois. Le visage de Valérie passa du rouge vif au blanc papier en quelques secondes. C'est impossible. C'est juste une passagère lambda. Valérie, je viens d'avoir son conseil d'administration au téléphone. Ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Tout ce que tu as dit. Chaque commentaire raciste. Chaque violation du service client de base. Ils mènent une enquête complète. Pour la première fois depuis le début du voyage, Valérie sembla réellement effrayée. Mais elle n'a rien dit. Elle ne s'est jamais identifiée. Pourquoi le ferait-elle? Demanda Stéphane avec incrédulité. Elle voyageait en privé pour un traitement médical. Elle n'avait aucune raison d'annoncer qui elle était. Elle voulait juste être traitée avec une décence humaine élémentaire, et tu n'as même pas pu faire ça. La réalité de la situation commença à s'imprégner comme l'eau inondant un navire en train de couler. Valérie venait de servir de la nourriture avariée à l'une des personnes les plus puissantes de l'industrie du transport. Elle avait rejeté ses plaintes légitimes avec des commentaires racistes. Elle avait publiquement humilié une veuve en deuil et sa fille de 9 ans devant un wagon plein de témoins qui enregistraient tout. « Qu'est-ce que je fais ?» chuchota Valérie, comprenant enfin que ce n'était plus juste une plainte de service client. Stéphane la regarda avec un mélange de pitié et d'horreur professionnelle. « Tu pries pour qu'elle soit plus clémente que je ne le serais à sa place, et tu espères que d'une manière ou d'une autre, cela ne détruise pas les moyens de subsistance de chaque personne qui travaille pour cette compagnie. » Mais même en le disant, Stéphane savait qu'il était trop tard. Ce n'était plus une question de service client. C'était une question de relations d'entreprise valant des centaines de millions d'euros. C'était une question de réputation pour une compagnie qui venait d'humilier publiquement une femme qui pouvait les détruire d'un simple coup de téléphone. C'était une question de justice. Et la justice, comme Stéphane allait la prendre, ne vient pas toujours sous la forme que l'on attend. Il retourna vers le siège 2A où Sandrine et Manon étaient assises calmement. Les mains de Sandrine tremblaient encore et Manon les tenait doucement, chuchotant du réconfort à sa mère comme le font les enfants lorsqu'ils réalisent que les adultes autour d'eux ont failli. « Docteur Kingsley » dit doucement Stéphane, sa voix portant un remords sincère. Sandrine leva les yeux et même derrière ses lunettes noires, il pouvait voir l'épuisement et la douleur sur son visage. « Je m'appelle Stéphane Rowe. Je suis le superviseur principal de bord sur cette ligne. Je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune excuse pour la façon dont vous et votre fille avez été traités. » Sandrine hocha la tête calmement. « Merci. J'ai parlé avec votre conseil et je veux que vous sachiez que cette situation est prise très au sérieux au plus haut niveau de notre organisation. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour rendre le reste de votre voyage plus confortable ?» Manon leva les yeux vers lui avec ces mêmes yeux intelligents qui avaient tant déstabilisé Valérie. « Pouvez-vous vous assurer que ma mère reçoive un repas correct ? Elle n'a pas mangé depuis ce matin à cause de son jeûne préopératoire, et elle a besoin d'une nutrition adéquate avant son intervention. » Le cœur de Stéphane se brisa un peu. Même après tout ce qui s'était passé, la préoccupation principale de cet enfant de 9 ans était de s'assurer que sa mère était bien soignée. « Absolument. Je vais personnellement superviser la préparation d'un repas depuis notre voiture-bar premium. » Alors qu'il s'éloignait pour organiser l'apport de nourriture fraîche, Stéphane ne pouvait s'empêcher de penser aux conversations qui allaient avoir lieu dans les bureaux de direction à travers toute l'industrie du transport. Pas seulement dans sa compagnie, mais dans chaque réseau régional. Les nouvelles voyages vides dans ce secteur. Au moment où ce train arriverait à Paris, tout le monde saurait que Valérie Cole avait discriminé racialement le docteur Sandrine Kingsley et sa fille. Il saurait qu'elle avait potentiellement mis en danger la santé d'une passagère en servant de la nourriture avariée. Il saurait qu'elle avait publiquement humilié une enfant qui essayait de protéger sa mère aveugle. Plus important encore, il saurait qu'elle avait fait tout cela à quelqu'un qui pouvait mettre fin à des carrières d'un simple appel.
Valérie Cole ne travaillerait plus jamais dans le transport ferroviaire. Mais plus que cela, son comportement venait de mettre en danger chaque emploi de leur compagnie. Cliquez sur le bouton d'abonnement parce que nous sommes sur le point de voir la justice rendue d'une manière que vous n'attendiez jamais. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que certaines erreurs sont vraiment impardonnables? 20 minutes plus tard, lorsque Stéphane livra personnellement un repas frais et parfaitement préparé au siège de Sandrine, toute l'atmosphère en première classe avait changé. Le mot s'était d'une manière ou d'une autre répandu sur l'identité réelle de leur passagère. Et soudain, tout le monde regardait la femme silencieuse du siège 2A avec des yeux complètement différents. Les voyageurs d'affaires qui avaient observé la confrontation plus tôt comprenaient maintenant ce dont ils avaient été témoins. Ils n'avaient pas juste vu un litige de service client. Ils avaient vu l'une des femmes les plus puissantes du transport être racialement abusée alors qu'elle voyageait pour un traitement médical. La professionnelle de santé qui lisait sa revue réalisa qu'elle avait documenté quelque chose qui serait étudié dans les écoles de commerce et les cours de droit civique pour les années à venir. Mais Sandrine elle-même semblait plus petite, comme si la révélation de son identité lui avait coûté quelque chose de précieux. Elle mangea son repas calmement tandis que Manon veillait de manière protectrice, toujours prête à défendre sa mère contre toute nouvelle attaque. C'est alors que Marcus Thompson, l'homme d'affaires au siège 3C, fit quelque chose de remarquable. Il se leva de son siège, s'approcha de Sandrine et s'agenouilla près de son fauteuil avec le respect que quelqu'un pourrait montrer lors d'une cérémonie commémorative. « Dr Kingsley, dit-il doucement. Je voulais me présenter. Je m'appelle Marcus Thompson. Je suis conducteur de TGV pour la SNCF, et je voulais juste que vous sachiez que votre travail dans le ferroviaire a inspiré une génération de conducteurs comme moi. Quand j'ai entendu parler de l'accident, de votre mari, toute l'industrie a pleuré avec vous. » Le calme soigneusement maintenu de Sandrine se fissura enfin. Des larmes commencèrent à couler derrière ses lunettes noires. Pas des larmes d'humiliation cette fois, mais des larmes de reconnaissance d'être vue non pas comme une victime, mais comme la pionnière qu'elle avait toujours été. Les innovations de sécurité de votre mari ont sauvé d'innombrables vies, continua Marcus. Et le courage de votre fille aujourd'hui nous a rappelé à tous ce à quoi ressemble le vrai leadership. Un par un, d'autres passagers s'approchèrent, non pour regarder ou prendre des selfies, mais pour présenter leur respect à une femme qui avait changé leur industrie et essayait maintenant de reconstruire sa vie après une perte inimaginable. Le Dr Patricia Williams, adapté en Dr Patricia Williams pour le contexte, ou gardé tel quel car le plan ne l'a pas changé, note, le plan n'a pas spécifié de changement pour les passagers secondaires, je garde donc les noms ou les adapte légèrement au contexte français, la professionnelle de santé du siège 4B, se présenta comme chirurgienne traumatologue. Dr Kingsley, je veux que vous sachiez que votre histoire a été une inspiration pour beaucoup d'entre nous en médecine. La façon dont vous avez géré le deuil tout en maintenant votre dignité dans des circonstances impossibles, c'est remarquable. Mais ce fut la conversation avec Maria Rodriguez, une chef de bord d'une autre compagnie qui rentrait chez elle, qui captura vraiment la signification de ce qui s'était passé. Dr Kingsley, dit Maria, les larmes aux yeux. Je suis chef de bord depuis 15 ans, et je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé aujourd'hui ne représente pas qui nous sommes. La plupart d'entre nous font ce métier parce que nous croyons au service, aux soins des gens lorsqu'ils sont vulnérables. Ce que cette femme vous a fait, avouez à votre fille, ce n'est pas juste mal, c'est tout ce contre quoi notre profession se bat. Manon écoutait tout cela avec l'expression sérieuse d'une enfant qui comprenait qu'elle assistait à quelque chose d'historique. Elle avait défendu sa mère, oui, mais elle avait aussi défendu quelque chose de plus grand. Elle avait défendu le principe que le respect n'est pas optionnel, que la dignité n'est pas négociable, et que le vrai pouvoir devrait protéger les vulnérables, pas les exploiter. Alors que le train commençait son approche vers la gare de Lyon à Paris, Stéphane refit une annonce qui deviendrait légendaire dans les cercles ferroviaires et serait citée dans les sessions de formation sur la discrimination pendant des années. Mesdames et messieurs, alors que nous nous préparons à arriver en gare, je veux prendre un moment pour aborder un incident qui s'est produit plus tôt durant notre voyage. L'une de nos passagères a été traitée avec manque de respect et discrimination raciale. Et je veux être absolument clair, un tel comportement ne représente pas les valeurs de notre compagnie ni de notre industrie. Il marqua une pause, sa voix devenant plus forte. Le transport a toujours eu pour but de rassembler les gens, de servir, et de traiter chaque passager avec la dignité qu'il mérite, quelle que soit sa race, son handicap ou tout autre facteur. Aujourd'hui, nous n'avons pas été à la hauteur de ces standards, et pour cela, je suis profondément désolé. Une autre pause.
Je veux aussi reconnaître le courage extraordinaire d'une passagère de 9 ans qui s'est levée pour ce qui était juste quand les adultes autour d'elle ont échoué à le faire. Cette jeune demoiselle nous a rappelé à tous que l'intégrité n'est pas une question d'âge ou de position. C'est une question de défendre la justice. Même quand c'est difficile, même quand vous êtes petit, même quand le monde vous dit de vous taire. Le wagon éclata en applaudissements soutenus. Mais Manon ne souriait pas. Elle regardait sa mère qui pleurait doucement alors que le train ralentissait vers la ville où des médecins allaient tenter de lui rendre la vue, où la guérison pourrait enfin commencer. Abonnez-vous maintenant pour la conclusion puissante de cette histoire incroyable et dites-moi dans les commentaires, quand avez-vous vu un enfant enseigner le courage et la dignité à des adultes? La gare de Lyon bourdonnait de son activité habituelle lorsque le train entra en gare. Mais pour Sandrine et Manon Kingsley, le chaos semblait écrasant après l'intensité émotionnelle de leur voyage. Alors qu'elles rassemblaient leurs affaires, mère et fille bougeaient avec la délibération prudente de personnes qui avaient traversé quelque chose qui les avait changées. Stéphane Rowe s'approcha d'elle une dernière fois alors qu'elle se préparait à débarquer. Docteur Kingsley, il y aura une enquête complète sur l'incident d'aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que des mesures appropriées seront prises à tous les niveaux. Sandrine hocha la tête. Mais ce fut Manon qui répondit, sa jeune voix portant une sagesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si petit. Monsieur Rowe, ma mère ne voulait pas de toute cette attention. Elle voulait juste voyager en sécurité pour son opération. J'espère que votre enquête se concentrera sur le fait de s'assurer que cela n'arrive pas à d'autres personnes qui n'ont pas le pouvoir de se défendre, pas seulement sur la punition de mademoiselle Cole. Même maintenant, même après tout ce qu'elles avaient enduré, cet enfant de 9 ans pensait au changement systémique plutôt qu'à la vengeance personnelle. Stéphane la regarda avec une admiration sincère teinte de tristesse. Vous allez changer le monde un jour, jeune demoiselle. Je vais aider ma mère à le changer, répondit simplement Manon, comme elle l'a toujours fait. Alors qu'elle traversait le hall de la gare, passant devant le chaos habituel des trains retardés et des passagers pressés, Sandrine parla enfin de ce qui s'était réellement passé dans ce train. Chérie, je suis fière de toi pour nous avoir défendus, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas à mener toutes les batailles. Parfois, c'est acceptable de laisser tomber, de choisir la paix plutôt que le conflit. Manon s'arrêta de marcher au milieu du hall et se tourna pour faire face à sa mère avec une expression qui était à la fois déchirante et inspirante. Maman, tu m'as appris que nos ancêtres se sont battus pour que nous puissions nous asseoir en première classe. Tu m'as appris que grand-mère a marché pour que nous puissions construire des réseaux de transport. Tu m'as appris que chaque génération doit se lever pour la suivante. Le souffle de Sandrine se bloqua dans sa gorge. Tu as dit que papa avait l'habitude de te dire que le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant assez bon. C'est quelque chose que l'on exige en étant assez humain. Eh bien, aujourd'hui je l'ai exigé pour toi, pour moi, et pour chaque enfant noir qui voyagera dans un train un jour. À ce moment-là, debout au milieu de la gare de Lyon, Sandrine Kingsley réalisa quelque chose de profond. Alors qu'elle avait pleuré la perte de son mari et de sa vue, sa fille avait appris la leçon la plus importante de toutes, comment porter un héritage de dignité et de force. Tu as raison, chérie, chuchota Sandrine en serrant sa fille contre elle. Tu as absolument raison. Alors qu'elle se dirigeait vers le centre médical, la nouvelle de l'incident se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Les passagers du train avaient posté leurs vidéos et des hashtags comme respect des enfants noirs et responsabilité ferroviaire étaient en tendance nationale. Mais plus important encore, l'histoire était racontée correctement, non pas comme une enfant gâtée faisant un caprice, mais comme une jeune fille tenant tête au racisme institutionnel avec courage et dignité. Le docteur Monique Hugues les attendait à l'hôpital des 15-20 avec son équipe complète de spécialistes, qui suivaient tout le cas de Sandrine depuis 3 ans. « Comment vous sentez-vous » demanda le docteur Hugues alors qu'elle se préparait pour les consultations préopératoires. Sandrine sourit, le premier sourire sincère et plein d'espoir que Manon voyait chez sa mère depuis des mois. Je sens qu'il est temps de voir le monde clairement à nouveau. Abonnez-vous parce que cette histoire incroyable est presque terminée, mais l'impact ne fait que commencer. Dites-moi dans les commentaires, que diriez-vous à la jeune Manon si vous pouviez la rencontrer? 3 mois après ce voyage, les changements se répercutant à travers l'industrie du transport étaient sans précédent et d'une grande portée. Valérie Cole avait effectivement été virée, non seulement de sa compagnie, mais effectivement mise sur liste noire de toute l'industrie ferroviaire. La vidéo où elle disait « C'est ce que les gens comme vous mangent de toute façon » à une enfant de 9 ans était devenue virale avec plus de 50 millions de vues,
la rendant inemployable dans tout poste en contact avec la clientèle n'importe où dans le monde. Mais les conséquences allaient bien plus loin qu'une employée raciste perdant son emploi. L'incident avait déclenché une révision complète des politiques de discrimination à travers de multiples compagnies, menant à ce qui devint connu sous le nom de « Protocole Sandrine-Kingsley », formations obligatoires trimestrielles sur les biais, conséquences claires pour les comportements discriminatoires, et révision systématique de la manière dont les plaintes des passagers de couleur étaient traitées. Kingsley Holdings n'avait pas retiré ses accords de partenariat, mais avait utilisé son influence considérable pour pousser à des réformes à l'échelle de l'industrie. Le retour progressif de Sandrine à la vie publique avait été soigneusement géré mais indéniablement puissant, et elle avait émergé comme l'une des voix principales pour les droits des passagers et l'équité dans les transports. Sa première apparition publique avait eu lieu devant la presse nationale, où elle prononça un discours qui fut diffusé en direct par toutes les grandes chaînes d'information. Ce qui est arrivé à ma fille et à moi sur ce train n'était pas un incident isolé, avait-elle dit, sa vision restaurée lui permettant de regarder directement les caméras. C'était un symptôme de la discrimination systémique que les voyageurs noirs affrontent chaque jour. La seule différence était que ma fille avait appris que sa voix comptait et qu'elle a refusé d'être réduite au silence. Le discours s'était terminé par des mots qui étaient maintenant cités dans les sessions de formation aux droits civiques à travers le pays. Nous ne pouvons pas construire une société inclusive en apprenant à nos enfants à accepter le manque de respect. Nous la construisons en leur apprenant à exiger la dignité et à utiliser leur pouvoir, quel qu'il soit, pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et Manon, elle était devenue une sorte d'héroïne populaire, invitée à parler lors de conférences sur le leadership des jeunes et dans des organisations de droits civiques. Mais elle insistait toujours pour que sa mère soit incluse dans ses apparitions. Car comme elle le dit dans sa première interview télévisée, vous ne pouvez pas comprendre le courage si vous ne comprenez pas ce que ma maman a traversé pour me donner la force de me lever. Le changement le plus important, cependant, fut chez Sandrine elle-même. L'opération avait été un succès, restaurant sa vision à environ 80% de la normale, assez pour qu'elle puisse voir le visage de sa fille clairement pour la première fois en 3 ans. Mais plus que cela, la femme qui s'était éloignée de son empire par chagrin était revenue encore plus forte. « Tu as l'air plus âgée », avait dit Sandrine à Manon lorsque les bandages furent retirés. « Je me sens plus âgée », avait répondu Manon avec la sagesse pragmatique qui était devenue sa marque de fabrique. Tenir tête au racisme vous vieillit plus vite que le temps. Le moment peut être le plus symbolique survint 6 mois après l'incident, lorsque mère et fille montèrent dans un autre train, cette fois en direction de Lyon pour la première réunion du conseil d'administration de Sandrine depuis son retour à la direction active de Kingsley Holdings. L'agent de bord qui les accueillit était une jeune femme noire nommée Chelsea Washington, qui avait entendu parler de l'incident et avait spécifiquement demandé à servir sur leur trajet. « Dr Kingsley, mademoiselle Manon, bienvenue à bord. Y a-t-il quelque chose de spécial que je puisse faire pour rendre votre voyage confortable aujourd'hui ?» Manon regarda sa mère et sourit. Pas le sourire d'une enfant, mais le sourire de quelqu'un qui avait appris que le changement est possible quand les gens sont prêts à se battre pour l'obtenir. « Traitez-nous juste comme tout le monde, dit-elle. Avec respect et dignité. C'est tout ce que nous avons jamais voulu. » Alors que leur train glissait à travers la campagne française, Sandrine prit la main de sa fille. « Je suis fière de toi, chérie. Pas seulement pour ce que tu as fait sur ce train, mais pour qui tu es devenue grâce à cela. » Manon serra la main de sa mère, regardant le paysage défiler. « Papa aurait été fier aussi, n'est-ce pas? Chérie, ton papa se serait levé et aurait applaudi. Abonnez-vous parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent pourquoi le courage compte et pourquoi chaque voix a du pouvoir. Dites-moi dans les commentaires, quelle leçon de l'histoire de Manon garderez-vous avec vous pour toujours? 2 ans plus tard, Manon Kingsley, maintenant âgée de 11 ans, se tenait devant un auditorium bondé à Paris, prononçant le discours d'ouverture pour une grande conférence annuelle sur le leadership des jeunes. Quand j'avais 9 ans, commença-t-elle, sa voix claire et forte, j'ai appris que parfois, il faut parler même quand votre voix tremble. J'ai appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on demande poliment. C'est quelque chose que l'on exige clairement. Et le plus important, j'ai appris que se défendre n'est pas égoïste quand on défend aussi tous ceux qui vous ressemblent. Au premier rang, le docteur Sandrine Kingsley observait avec une clarté parfaite, sa vision restaurée lui permettant de voir non seulement le visage de sa fille, mais l'avenir qu'elle construisait avec ses mots. Mais j'ai aussi appris autre chose ce jour-là, continua Manon. J'ai appris que le vrai courage n'est pas d'être sans peur. C'est d'avoir peur et de choisir de faire ce qui est juste malgré tout.
Ma mère avait peur ce jour-là. Peur de la confrontation, peur d'aggraver les choses, peur de se faire remarquer. Mais elle m'avait appris à être plus courageuse que la peur. Elle marqua une pause, regardant directement les jeunes visages dans le public. Ma mère a bâti un empire ferroviaire, mais ce n'est pas ce qui l'a rendue puissante. Ce qui l'a rendue puissante, c'est qu'elle a élevé une fille qui a compris que certaines choses valent la peine de se battre, que la dignité compte, que le respect compte, et que parfois la voix d'une enfant de 9 ans peut changer une industrie entière. Les applaudissements furent tonitruants, mais Manon n'avait pas fini. Donc, à chaque jeune personne dans ce public, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre voix compte. Pas un jour quand vous serez plus vieux. Pas quand vous aurez de l'argent ou du pouvoir ou de l'influence. Maintenant, aujourd'hui. Votre voix compte parce que vous comptez. Après le discours, une jeune fille s'approcha de Manon. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, avec ses cheveux en tresse soignés et portant sa tenue du dimanche. Mademoiselle Manon, dit la petite fille timidement. Ma maman dit que je devrais toujours être polie et ne jamais causer d'ennui. Mais parfois, les enfants à l'école disent des choses méchantes sur ma peau et je ne sais pas quoi faire. Manon s'agenouilla au niveau de l'enfant, se souvenant de sa propre confusion à cet âge sur quand se battre et quand laisser passer. Comment t'appelles-tu, ma puce? Maya. Eh bien, Maya, être poli est important. Mais tu sais ce qui est plus important? S'assurer que les gens te traitent avec respect. Tu peux être poli et quand même te défendre. Tu peux être gentil et quand même exiger la dignité. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. Vraiment? Vraiment. Et si jamais quelqu'un essaie de te faire sentir petite à cause de qui tu es, souviens-toi de ceci, tu portes la force de tous ceux qui sont venus avant toi. Tu es puissante parce qu'ils étaient puissants. Et ta voix compte parce que leur voix compte. Plus tard dans la soirée, alors que Sandrine et Manon rentraient chez elles sur l'une de leurs propres lignes de train, elles réfléchirent à quel point leur vie avait changé depuis ce jour terrible, 3 ans plus tôt. Penses-tu encore à cet employé? Demanda Sandrine, la même question qu'elle avait posée auparavant. La réponse de Manon avait évolué avec le temps, approfondie par l'expérience et une sagesse au-delà de ses années. Je pense à elle parfois. Je me demande si elle a appris quelque chose. Je me demande si elle est devenue une meilleure personne. J'espère qu'elle l'a fait, parce que la haine blesse la personne qui la porte plus que quiconque. Même après ce qu'elle nous a fait subir? Maman, le pardon n'est pas à propos de ce que les autres méritent. C'est à propos de ce que nous choisissons de porter. J'ai choisi de porter la leçon, pas la colère. Sandrine s'émerveilla de la sagesse de sa fille. Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu de bons professeurs, répondit Manon, s'installant dans son siège. Tu m'as appris le pouvoir. Papa m'a appris le courage. Et ce jour-là dans le train m'a appris la justice. Alors que leur train filait à travers la nuit vers la maison, mère et fille comprirent toutes deux que leur histoire était devenue plus grande que juste leur famille. C'était devenu un rappel que le courage n'a pas de limite d'âge, que la dignité n'est pas négociable, et que parfois les batailles les plus importantes ne sont pas menées par des adultes dans des conseils d'administration, mais par des enfants qui refusent d'accepter que le manque de respect soit normal. Cette fille de 9 ans qui avait regardé une adulte raciste dans les yeux et dit « Vous allez respecter les personnes noires », avait grandi pour devenir une jeune leader qui comprenait que le vrai changement se produit lorsque des gens ordinaires refusent d'accepter un manque de respect extraordinaire. Et dans les wagons de première classe à travers le monde, dans les écoles, les maisons et les bureaux, son exemple inspirait d'autres enfants à trouver leur voie, à se tenir droit, et à ne jamais, jamais accepter moins que la dignité qu'ils méritent. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de partager cette histoire avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi, quel message voudriez-vous donner à la prochaine génération sur le fait de se défendre soi-même et de défendre les autres? L'histoire de Manon Kingsley prouve que le courage n'a pas de limite d'âge, que la justice n'a pas d'exigence de taille, et que parfois les plus petites voix portent les messages les plus importants. Dans un monde qui essaie souvent de réduire au silence ceux qui disent la vérité au pouvoir, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin d'être grand pour être brave. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Vous devez juste être prêt à vous lever et à dire « Je n'accepterai pas cela ». Et parfois, c'est suffisant pour tout changer. Abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires de courage, de justice, et de personnes qui ont refusé de rester silencieuses quand cela comptait le plus.